contenu pour nourrir votre quotidien. Des conseils et des solutions pratiques. Des experts qui partagent leur vision. Bienvenue dans les balados du RQRA. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des balados du RQRA en direct donc du Centre des Congrès de Québec. On reçoit aujourd'hui l'un des acteurs importants du secteur des résidences privées pour aînés, le docteur Guy Tremblay, propriétaire et fondateur du groupe Lokia. Bonjour Guy. Bonjour. Alors, avant de parler un peu de votre parcours, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous parler du groupe Lokia? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui au Québec? Le groupe Lokia, aujourd'hui, ça représente 1500 employés, une gestion de 17 résidences de personnes âgées pour environ 3000 personnes âgées. On est orienté surtout au niveau des soins progressifs jusqu'à l'accompagnement de fin de vie. Puis on travaille plus des projets de soins progressifs, je dirais, que des gens complètement autonomes qui puissent être à des activités extérieures, si on peut dire jouer au golf ou dans leur propre appartement. Jusque d'avoir des unités de soins progressives qui vont jusqu'à l'accompagnement de fin de vie. D'accord. Et si on parlait un peu de vous, qui est le docteur Guy Tremblay et qu'est-ce qu'il a mené au domaine des RPA? Ah, c'est ça. C'est un parcours particulier. Je suis médecin chirurgien ORL. J'ai été formé à l'Université Laval, puis j'ai travaillé dans des hôpitaux au Nouveau-Brunswick depuis les années 1989. Puis déjà dans les années 90, on s'apercevait qu'on avait un peu de difficulté des fois à admettre nos patients à l'étage de chirurgie parce qu'il y avait déjà une surutilisation à ce moment-là par les personnes âgées. Puis, je me cassais un petit peu la tête de dire comment on va faire pour réussir à opérer nos patients si on n'est pas capable de les hospitaliser. Puis est venue l'occasion d'acheter une résidence de personnes âgées pour connaître un peu ce domaine-là. Avant de pouvoir le critiquer, le secteur, bien, je voulais connaître le secteur et puis savoir quelles sont les manières à améliorer la situation pour mes copains chirurgiens, on va dire comme ça. Puis le fait d'avoir une première résidence de personnes âgées, bien, ça a comme découvert un secteur de dire, je pense qu'on a peut-être une solution pour améliorer l'efficacité dans les hôpitaux de soins aigus. D'accord. Et quand vous êtes arrivé dans le secteur, dans le domaine des RPA, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué par rapport à ce que vous aviez vu auparavant dans le domaine de la santé? Oui, étant donné qu'en tant que chirurgien, on a quand même des mesures assez précises lorsqu'on agit, hein, on va dire comme ça, des mesures et des procédures, ainsi de suite, de sécurité. J'ai été quand même impressionné dès le début de voir que c'est un domaine qui manquait un petit peu d'encadrement, sans nécessairement dévaloriser le cœur de tous ceux qui travaillaient dans le domaine. Ce qui m'a impressionné, c'était plus le fait de dire beaucoup de choses sont à faire pour améliorer le système des services aux personnes âgées. D'accord. Et est-ce que, enfin, vous le vivez maintenant au quotidien depuis donc de longues années. On sait que les RPA sont pas mal chahutés depuis la pandémie notamment. Comment est-ce que vous voyez la situation actuelle du secteur? Je pense qu'actuellement, on a une belle opportunité d'améliorer le secteur dans l'ensemble. Si on regarde l'historique un peu des résidences de personnes âgées, puis je dirais même des foyers de soins anciennement, c'est un système qui est basé des années 60. Puis, au cours des décennies, je vais dire comme ça, on a essayé d'améliorer la base de ce système-là, mais toujours en faisant des ajouts sur une structure qui n'a jamais été vraiment réévaluée à jour, si on peut dire. Ça fait que je dirais qu'actuellement, on est à la croisée des chemins avec la période COVID qui nous a montré que des situations imprévisibles sont à prévoir un petit peu plus. On est à la croisée des chemins pour améliorer ce secteur de soins à la personne âgée, autant pour les CHSLD, autant pour les RI, autant pour les RPA avec soins ou sans soins. Ce qui fait que si on a une intégration de tous ces services-là à la personne âgée, peu importe le titre, parce qu'on est rendu avec beaucoup de titres, puis quelquefois, les intervenants eux-mêmes ne savent plus nécessairement où mettre la tête avec tout ça. Fait que je pense qu'on est à la belle croisée des chemins, justement pour faire une refonte du service à la personne âgée. Puis je pense qu'on est rendu là, puis la société va réussir à bénéficier d'un renouvellement du secteur. Et comment est-ce qu'au sein du groupe Lokia, on s'adapte justement à ces nouveaux défis, notamment ceux qui sont apparus depuis la pandémie? Je pense que notre chance, c'est que j'ai une formation de médecin. Hein, on ne va pas se le cacher. Je pense que le fait d'avoir une compétence médicale, parce qu'on a transformé un peu ces résidences-là en milieu de soins
Puis je veux toujours mettre le point que ce n'est pas des milieux de soins, c'est des services à la personne. Mais pendant la COVID, c'est devenu des milieux de soins par obligation parce que les hôpitaux eux-mêmes ne pouvaient plus subvenir à la demande. Ce qui fait qu'actuellement, si on a des demandes en soins, je vais dire comme ça, mais dans des résidences de services, ce qui me donne beaucoup de chance pour moi, c'est d'avoir eu l'expérience de soins intensifs, de salles d'opération. J'ai été à l'occasion gestionnaire pour 5 hôpitaux en même temps. Ce qui fait que si on regarde l'ensemble des services à la personne âgée, je pense que j'ai des atouts pour aider le secteur parce que si on regarde seulement le groupe Lokia ou n'importe quel groupe dans la province, la demande est tellement forte qu'il faut avoir une approche unifiée, je dirais comme ça. Il faut vraiment s'assembler puis se rassembler en même temps pour faire face à cette démographie-là qu'un groupe seul ne sera jamais capable. J'ai toujours dit que même un chirurgien en dehors d'une salle d'opération, sans son équipe, ne vaut pas grand-chose. Peut-être zéro, on va dire comme ça, comme chirurgien. Comme humain, oui, mais comme chirurgien, zéro. Ce qui fait que si on s'associe, les partenaires, les constructeurs ensemble, les opérateurs, je pense qu'on peut faire quelque chose de très bien. Vous avez parlé justement de partenaires. Est-ce qu'il y a des partenariats stratégiques qui sont, selon vous, essentiels pour le secteur, notamment pour son avenir? Je dirais le premier partenaire qu'il faut vraiment tisser des liens serrés, ce serait le gouvernement. Je pense qu'il y a peut-être une volonté gouvernementale de bien faire avec le secteur. C'est la différence peut-être pour les intervenants. Je fais une différence comme ça parce que de façon volontaire, on veut le bien, mais des fois, quand on arrive à l'exécuter, la communication n'est pas si claire que ça. Fait qu'il y a des intervenants, des fois, qui vont peut-être tirer la couverte de leur côté pour ne pas nécessairement obtenir l'objectif de leur volonté, je vais dire comme ça. Fait que je dirais le gouvernement, en premier partenaire, c'est vraiment, vraiment important de mettre les bonnes mesures, les bons procédés pour arriver au but. Je dirais aussi les partenaires financiers, parce que c'est un secteur qui coûte quand même assez cher au niveau opération, au niveau construction. Si on a des structures qui ne sont pas tellement crédibles ou bien organisées, les premiers qui vont se sauver, ça va être les partenaires financiers, les banques et les fonds d'investissement. Ce qui fait qu'au bout de la ligne, tout le monde veut avoir des rendements sur leur argent. Le petit épargnant veut avoir des rendements sur son argent, puis en même temps, les banques protègent l'argent des petits épargnants. Ce qui fait que ça fait comme un cercle vicieux de dire personne ne veut prendre à risque un secteur qui n'est pas nécessairement toujours bien organisé. Très bien. Et si on identifiait des opportunités pour l'avenir, selon vous, est-ce que vous en avez déjà quelques-unes en tête pour l'avenir de notre secteur? Absolument, absolument. Je pense qu'il faut avoir un processus de prendre soin à l'évolution de la personne elle-même, dans le sens qu'au même milieu, parce que les gens n'aiment pas déménager à 70 ans, 75 ans ou 80 ans. Je suis pour avoir un milieu avec des soins progressifs à l'intérieur de ce même milieu-là. Si les gens déménagent à 80 ans, ils ont à s'habituer à un nouveau milieu. Souvent, ils vont tomber parce que la porte n'était pas nécessairement au même endroit. Fait que les gens vont avoir à s'adapter ou à un moment où est-ce que leurs capacités ne sont plus nécessairement là. Ça fait que les gens ne veulent pas quitter leur milieu de vie habituel, mais si on a des beaux milieux de vie avec une sécurité pour répondre à leur perte d'autonomie cognitive et physique, je crois qu'on a l'opportunité de faire des beaux milieux de vie pour que les gens ne soient pas à dernière minute pour prendre une décision raisonnable. Alors, on arrive tout doucement au bout de cette entrevue. Selon vous, quel doit être le rôle des RPA dans la société de demain? Le rôle des RPA, il est essentiel. Je pense qu'il faut pas voir nécessairement une gestion en silo de la personne âgée. Il ne faut pas dire de déterminer soit un CHSLD pur ou un hôpital pur en soins aigus. Je pense qu'il faut voir les RPA à l'accompagnement de la personne âgée dans l'évolution naturelle de la personne âgée. Stimuler l'autonomie, garder la vivacité de ces individus-là, parce qu'au bout de la ligne, personne veut vieillir, on va le dire comme ça, mais tout le monde veut aller au ciel, on va le dire comme ça. Ça fait qu'il y a peut-être une manière de procéder où est-ce que les gens vont pouvoir avoir un vieillissement, mais respecté dans des endroits qui vont vraiment être sur mesure pour eux. Je ne dis pas nécessairement de vivre dans un centre d'achat, je ne dis pas nécessairement de vivre dans des sous-sols, mais je pense qu'il y a moyen d'avoir une qualité de vie dans des appartements raisonnables, autonomes, jusque d'avoir des unités de soins
important où est-ce que la dignité est respectée pour la personne âgée. Très beau message. Un grand merci, docteur Guy Tremblay, d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Merci à vous. Merci.